Salut à toi, jeune passionné de sport. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport que tout le monde connaît, que tout le monde aime ou déteste, dont tout le monde s'intéresse ou se désintéresse. Un sport que beaucoup pensent maîtriser, mais que très peu ne maîtrisent finement. Je vous le donne en mille. Le football. La loi 5, c'est l'arbitre qui veille à l'application des lois du jeu sur le terrain. Il est le maître des sanctions. Son équipement va donc être complété par un sifflet, des cartons, un carnet pour noter les cartons donnés, une montre généralement maintenant pour la goal line technologie et pour le temps. Donc ça fait deux montres différentes. Ensuite, il a le droit d'avoir des systèmes électroniques de communication avec les autres arbitres, uniquement avec les autres arbitres. Et il a le droit d'avoir des systèmes électroniques de performance sur lui au même titre que les joueurs. La responsabilité de l'arbitre va aller donc dans le sens de la tenue du match. Il peut être interrompu ou arrêté par choix par l'arbitre pour plusieurs conditions. Soit un état du terrain piètre, soit de mauvaises conditions météo, soit une intervention de spectateurs ou un problème dans la zone des spectateurs, ou encore le transport d'un blessé à l'extérieur du terrain. L'arbitre étant donc le maître sur le terrain, il peut interrompre le jeu dans plusieurs conditions. S'il y a une infraction aux lois du jeu, s'il y a un éclairage inadéquat, s'il y a un projectile qui touche un participant, s'il y a un coup de sifflet extérieur qui interfère avec le jeu, ou encore s'il y a un ballon, un objet ou un animal sur le terrain et qu'il interfère aussi avec le jeu. Dans le cas d'une blessure, l'arbitre va interrompre le jeu si c'est une blessure qui est dite sérieuse. Après les soins, le joueur va sortir du terrain et il reviendra sur le terrain sous les consignes de l'arbitre. S'il revient en dehors des consignes de l'arbitre, on arrête le jeu, avertissement. Il y a maintenant plusieurs cas dans lesquels le joueur ne sortira pas. Le premier cas, ça va être si le joueur qui a commis la faute est sanctionné par un avertissement ou une exclusion. Ensuite, si le joueur qui a subi la faute, ou plutôt subi la blessure, est un gardien, il va rester sur le terrain après les soins. Si la blessure est intervenue par une collision entre un gardien et un joueur, les deux vont rester sur le terrain. Et si c'est une collision entre deux joueurs de la même équipe, les joueurs vont aussi rester sur le terrain. Maintenant, nous allons parler de la VAR, la Video Assistance Referee, ou en français l'assistance vidéo à l'arbitrage. Cet outil permet à l'arbitre de revenir après le visionnage sur un événement qui a eu lieu lors de la dernière période de jeu. Pour cela, il y a une condition à respecter. Il faut que ce soit considéré comme une erreur manifeste de l'arbitre, c'est-à-dire comme une grossière erreur de l'arbitre. Dans un deuxième temps, cela peut se réaliser sur plusieurs cas, soit un but, soit un penalty, soit une exclusion directe, donc un carton rouge direct, ou encore sur une sanction donnée à un mauvais joueur. Pour les deux premiers cas, donc pour un but ou pour un penalty, cela doit se faire avant la prochaine remise en jeu. Pour ce qui est de l'exclusion directe ou encore pour la sanction donnée au mauvais joueur, l'arbitre peut y revenir même si le jeu a été repris derrière. Pour ce qui est d'une situation où il y a plusieurs fautes en même temps, ce sera la faute qui est considérée la plus grave qui sera sanctionnée. Donc entre une faute qui demande une mise en garde ou une faute qui demande un avertissement, ce sera la deuxième faute, donc la faute qui demande un avertissement qui sera sanctionnée, peu importe l'ordre des fautes. Dans un deuxième temps, lors d'un saignement, donc si un joueur saigne, l'arbitre va lui demander de sortir, d'arrêter le saignement, de changer son équipement s'il y a du sang dessus, et il reviendra sous consigne et sous autorisation de l'arbitre après vérification que le saignement soit terminé. L'arbitre utilise plusieurs signaux pour montrer les différentes situations. Un cas particulier en cas d'exclusion. Si la personne exclue est un membre de l'équipe médicale et que l'équipe ne possède personne d'autre dans l'équipe médicale ou personne pour le remplacer, alors il restera pour garantir une assistance médicale. Alors dans un premier temps, nous allons avoir les arbitres dits arbitres de terrain. Il va y avoir donc l'arbitre central qu'on vient de voir sur la loi précédente. Il va y avoir les arbitres assistants ou vulgairement appelés arbitres de touche. Les arbitres assistants supplémentaires ou qui étaient appelés arbitres de surface mais qui ont disparu depuis l'apparition de la VAR mais qui peuvent être utilisés dans des conditions où la VAR n'est pas présente. Il va aussi y avoir le quatrième arbitre ou encore l'arbitre assistant de réserve. Tous ces arbitres-là vont aider sur les fautes et les infractions. Ils vont aussi participer à l'inspection du terrain avec l'arbitre. Ensuite, on va avoir les arbitres dits arbitres vidéo. Donc ça va être l'arbitre vidéo et son ou ses assistants.
Si l'un des arbitres a un comportement incorrect ou une ingérence, ce sera donc l'arbitre central qui aura pour, entre guillemets, lourde tâche d'exclure l'arbitre et de le remplacer par un autre. Parlons du rôle des arbitres assistants, ou vulgairement appelés arbitres de touche. Ils vont avoir un rôle pour assister l'arbitre dans certaines situations. Pour les hors-jeux, pour les sorties du ballon, pour les pénaltys ou encore pour les remplacements. Pour ce qui est du rôle des arbitres assistants supplémentaires, ou plutôt vulgairement appelés arbitres de surface, leur rôle va être d'assister l'arbitre central sur les franchissements de la ligne de but, donc but ou non, corner ou coup de pied de but, et aussi d'assister l'arbitre sur les pénaltys. Pour ce qui est du quatrième arbitre, son rôle va être d'assister l'arbitre central sur les équipements, sur les retours sur le terrain. Il indiquera le temps additionnel et il sera en charge de la gestion des surfaces techniques, donc des surfaces des différents staffs. L'arbitre assistant de réserve va lui remplacer les arbitres qui sont hors d'état de pratique et il va soutenir l'arbitre principal. Les arbitres vidéo vont donc être les arbitres VAR qui vont respecter les règles dites sur la loi précédente. Pour ce qui est de la loi 7 de la durée d'un match, il va durer 90 minutes, coupé en deux mi-temps de 45 minutes chacune, avec entre les deux 15 minutes maximum de mi-temps. Pour ce qui est des prolongations, ça va être 30 minutes découpées en deux mi-temps de 15 minutes chacune, avec entre les deux 1 minute maximum de mi-temps. Au cours d'un match, nous allons avoir ce que l'on appelle le temps additionnel, ou plus vulgairement appelé arrêt de jeu. C'est-à-dire que le temps additionnel va permettre de récupérer le temps mis sur les arrêts de jeu en cas de remplacement, en cas de blessure, en cas de perte de temps délibérée, en cas de sanction, en cas d'arrêt médical comme par exemple une pause fraîcheur, en cas d'utilisation de la VAR, une célébration de but, en cas de retard pris sur la reprise dans le jeu. Ce temps-là, il va être indiqué par le quatrième arbitre et ce temps-là est le temps minimum. À chaque fois que le temps additionnel est décidé, c'est un temps additionnel minimum. L'arbitre peut l'augmenter, il ne peut pas le diminuer. En cas d'arrêt définitif d'un match avant son terme, il doit être rejoué. Bien évidemment, à voir selon les règlements de la compétition en cours. Donc, la loi 8. La loi 8, c'est les coups d'envoi et la reprise du jeu. Donc, dans cette loi, ils expliquent les différents coups d'envoi, comment se réalisent les coups d'envoi et la reprise du jeu. Pour les coups d'envoi, c'est simple. Le coup d'envoi, ça va être soit l'engagement, soit après un but, soit pour reprendre la deuxième mi-temps, ou encore pour reprendre les prolongations. Pour le coup d'envoi d'engagement, les deux capitaines vont réaliser un toss avec l'arbitre. Un toss, c'est un tirage au sort pour savoir quel capitaine va choisir le ballon ou le camp. C'est-à-dire que l'arbitre va avoir une pièce, comme dans n'importe quel tirage au sort qu'on s'amuse à faire entre copains, une pièce qui va être d'un côté bleu, d'un côté jaune, pour faciliter encore plus le pile ou face, pour que ce soit visible aussi au niveau des caméras, par exemple. Donc, l'arbitre demande à un capitaine bleu ou jaune, ce capitaine choisit, l'arbitre fait un lancer de pièce, il la laisse tomber au sol, regarde le résultat, et si, peu importe le capitaine qui a gagné, il lui demande de choisir soit le camp, soit le ballon, c'est-à-dire où je choisis où positionner mon équipe, où je choisis de faire l'engagement en premier. Et donc, le joueur qui a gagné choisit, et le joueur qui a, entre guillemets, perdu le tirage au sort, prend la deuxième solution. Donc, si la première équipe choisit le camp, il décide de mettre son équipe d'un côté ou de l'autre du terrain, comme par exemple sur ce schéma. Admettant c'est le capitaine des Verts qui a gagné, il a choisi de se mettre sur ce côté du terrain. Donc, les Verts se mettent de ce côté, les Bleus de l'autre côté, et c'est les Bleus qui réaliseront l'engagement. Maintenant, si c'est les Bleus qui ont gagné et qui ont choisi si les Verts ont gagné et ont choisi le ballon, les Bleus, eux, auront choisi le camp. Alors maintenant, pour la réalisation du coup d'envoi. Les deux équipes vont se placer chacune dans leur camp. Les Verts d'un côté, les Bleus de l'autre. Le ballon est positionné au milieu du rond central immobile. L'équipe qui va réaliser l'engagement positionne un joueur ou deux joueurs dans le rond central. Ici, les Verts qui ont décidé de positionner un joueur. Dans ce cas-là, il peut jouer à la fois vers l'avant, à la fois vers l'arrière. Dans le cas où il serait deux joueurs dans le rond central, ils sont obligés de faire une passe vers l'avant pour commencer le jeu. Ensuite, dans le cas où, admettons, le joueur a un coup de génie, il se décide de frapper. Hop, il tire, il lobe le gardien, but.
Il a le droit. Sur un coup d'envoi, nous avons le droit de marquer directement. En revanche, si dans le même cas, coup de génie, mais plutôt là, coup de maladresse énorme, il joue en retrait, personne touche le ballon et il rentre dans son but, nous allons partir sur un corner pour l'équipe bleue. Donc l'équipe bleue se retrouvera ensuite en corner. Dans un troisième temps, ce joueur-là n'a pas le droit de toucher 2 fois le ballon. S'il touche 2 fois le ballon avec une partie du corps autorisée, il va y avoir, on arrête le jeu et on repart sur un coup franc indirect. Coup franc indirect, pas le droit de marquer. Dans un deuxième temps, s'il touche le ballon avec une partie interdite, donc avec la main, on part sur un coup franc direct au point où il a touché le ballon avec la main. Pour toutes les remises en jeu, le joueur qui la réalise n'a pas le droit de toucher le ballon 2 fois consécutivement avant qu'un autre joueur, coéquipier ou adversaire, n'ait touché le ballon. Dans le cas où il touche le ballon 2 fois consécutives avant un autre joueur, il y aura donc coup franc indirect ou direct s'il touche le ballon à la main à l'endroit où l'infraction a été réalisée. Dans n'importe quel autre cas d'infraction à une remise en jeu, cette dernière est à refaire. Les remises en jeu sont donc les coups d'envoi, les coups de pied de but, les corners, les touches, les coups francs directs ou indirects et les potentiels balles à terre. Pour ce qui est des balles à terre, si cette dernière se trouve dans la surface de réparation, le ballon est pour le gardien. Si elle est en dehors de la surface, on la réalise au point où le ballon se trouvait au dernier moment. Pour cela, tous les joueurs doivent se situer à 4 mètres minimum. Le ballon est en jeu dès qu'il a touché le sol. Si un joueur touche le ballon avant que le ballon n'ait touché le sol, la balle à terre sera donc à rejouer. Même chose, si le ballon sort du terrain avant qu'un joueur n'ait touché le ballon, il y aura aussi balle à terre à rejouer. Ensuite, pour que l'action soit considérée comme faite et jouable, il faut qu'il y ait au moins 2 joueurs qui touchent le ballon sur l'action, que ce soit 2 coéquipiers ou un coéquipier et un adversaire. Prenons l'exemple où, sur une balle à terre, je me trouve très très fort, j'arrive à prendre le ballon, dribbler toute l'équipe et marquer, le but sera refusé et il y aura coup de pied de but pour l'équipe adverse. Maintenant, je suis catastrophique, je prends le ballon, je fais une passe en retrait à mon gardien qui rate son contrôle, le ballon rentre dans mon but, corner pour l'équipe adverse. Pour cette loi-ci, je vais vous expliquer lorsque le ballon est considéré hors-jeu. Le ballon est considéré hors-jeu lorsqu'il a entièrement franchi une ligne ou encore lorsque l'arbitre a interrompu le jeu, que ce soit pour une faute ou pour n'importe quel type d'infraction que l'arbitre interrompt le jeu. Ou encore lorsque l'arbitre contre le ballon et permet à une équipe soit d'avoir une attaque prometteuse, soit de faire rentrer le ballon dans le but. Il arrête donc le jeu, le ballon est considéré hors-jeu. Ou encore si l'arbitre, en contrant le ballon, le rend à l'équipe adverse. Il arrête aussi le jeu, ballon hors-jeu. Tout le reste du temps, le ballon est considéré en jeu tant que l'arbitre n'a pas interrompu le jeu ou qu'il n'a pas franchi entièrement une des lignes. Pour qu'il y ait but, il faut que le ballon ait entièrement franchi la ligne de but au sein même du but et qu'il y ait eu un contact avec une partie du corps autorisée en dernier lieu avant de rentrer. Dans un deuxième temps, si un gardien marque un but lors d'une relance à la main, le ballon ne sera pas considéré comme but rentré, mais le ballon sera considéré comme sorti du terrain et il y aura donc coup de pied de but pour l'équipe adverse. Ensuite, si l'arbitre valide un but avant le franchissement de la ligne, on repart donc sur une balle à terre. Vous le savez, l'équipe qui est considérée gagnante est celle qui a marqué le plus de buts sur les 90 minutes. Dans le cas où aucune des deux équipes n'a marqué plus de buts que l'adversaire, donc le score est considéré à égalité, on dit qu'il y a match nul, parce qu'il n'y a pas de différence entre les deux scores. Ensuite, en fonction de la compétition, cette dernière peut exiger un vainqueur, par exemple comme la Coupe de France ou encore la Ligue des Champions. Alors, quand il y a match nul, on part sur la prolongation, et si à la fin de la prolongation il y a toujours match nul, on part sur la séance de tir au but, et on se départage dans cette dernière. Dans le cas d'une séance de tir au but, un joueur exclu ne peut y participer. En effet, ce sont seulement les joueurs qui étaient présents à la fin de la rencontre sur le terrain qui peuvent participer à cette séance de tir au but. Dans le cas où une équipe se retrouve en supériorité numérique, elle devra retirer un ou plusieurs joueurs pour qu'on ait le même nombre de tireurs, car une séance de pénalty se pratique avec le même nombre de tireurs. Un gardien peut être remplacé par un joueur retiré ou par un remplaçant si tous les changements n'ont pas été faits. Avant une séance de tir au but, nous réaliserons 2 tosses. Un premier pour savoir dans quel camp se déroulera la séance de pénalty et un deuxième pour savoir l'ordre de passage. Au cours de cette séance, chaque tireur aura le droit à un seul tir par passage. Au cours d'une séance de pénalty, seuls les arbitres et les joueurs autorisés peuvent se situer sur le terrain. Les deux équipes se positionnent le long de la ligne centrale, hormis les 2 gardiens et le tireur. Le gardien de l'équipe qui subit le pénalty va devoir se mettre en dehors de la surface de réparation. Le deuxième gardien se met sur la ligne et le tireur se met en face.
Dans le cas où il y a une infraction réalisée par le gardien, le tir est à refaire. Dans le cas où l'infraction est réalisée par le tireur, le tir est donc considéré comme raté, penalty manqué. Les tirs se réalisent alternativement, un coup bleu, un coup vert, un coup bleu, un coup vert et ainsi de suite. Une séance de penalty s'arrête lorsqu'une des deux équipes ne peut pas rattraper mathématiquement l'autre, que ce soit par exemple 3-0, 5-3 au dernier tireur ou encore 5-4 après les 5 premiers tirs de chaque équipe. La séance s'arrête. Maintenant, si à la fin des 5 premiers tirs de chaque équipe, il y a égalité, la séance se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus égalité. Nous appelons cette partie-là la mort subite. Au cours de cette séance, une équipe peut se retrouver avec moins de 7 joueurs. N'oubliez pas, le football étant un sport, c'est un jeu. Amusez-vous!